Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, et moi au quartier HLM de Saint-Louis, un jeune de 20 ans a été tué au cours d'une bagarre. Les faits se sont produits la nuit dernière. Le président Bassirou Diomaye Faye en visite en Guinée-Bissau, les accords bilatéraux ont été revisités. Les détails dans cette édition. Publication du rapport OFNAC 2023, 42 ordres d'ouverture d'enquête signés par le président de l'OFNAC pour le rapport d'activité. Les détails dans cette édition. Arrêt des travaux sur le littoral, décision diversement appréciée. Certains acteurs alertent sur les conséquences économiques. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le drame s'est produit la nuit dernière à Saint-Louis. El Hadj Omar Ndiaye, âgé de 20 ans, originaire du Saloum, a été froidement tué au cours d'une bagarre. Un drame qui a plongé tout le quartier des HLM dans la désolation. Ousseynou Diop. Hier, tard dans la nuit, au quartier HLM de Saint-Louis, El Hadj Omar Ndiaye, âgé de 20 ans, originaire du Saloum, a été froidement tué par son camarade suite à une bagarre lors d'un jeu de faux lion. Un drame qui a plongé tout le quartier des HLM dans la tristesse et la désolation. C'est vrai qu'il est ressortissant qui n'habite pas Léona, il n'est pas originaire de Léona, il est originaire du Saloum, m'a-t-on dit. Et donc, mais il est dommage vraiment de perdre sa vie comme ça, dans ces circonstances vraiment. Le jeu de faux lion n'a pas été autorisé selon le président du conseil de quartier. C'est pourquoi il invite les autorités policières à mener des enquêtes sérieuses pour arrêter l'auteur du crime odieux. Que les autorités puissent en tout cas sévir, prendre les responsabilités, identifier déjà l'auteur de cette horrible action. D'après les informations qu'on a eues, l'autorisation qui a été servie n'était pas pour organiser des cibles, c'était pour organiser d'autres actions. Le corps de la victime est toujours à l'hôpital régional de Saint-Louis. Il a été acheminé à la structure sanitaire par les sapeurs-pompiers. Selon nos informations, l'organisateur du CIMB a été arrêté, mais l'auteur des faits a lui pris la fuite. L'enquête suit son cours. Et pourtant, la manifestation a été interdite, rappelle le préfet de Saint-Louis. L'autorité départementale précise que tous les organisateurs doivent être arrêtés et l'enquête se poursuit. Le voici avec notre équipe à Saint-Louis. L'organisation d'activités culturelles dénommée Simbu a fait l'objet d'une interdiction par arrêté préfectoral depuis 2015. Toutes ces structures qui organisent des Simbu le font sans autorisation administrative. Et j'ai rappelé au commissaire central que vraiment les organisateurs de ces activités devront répondre de leurs actes. Parce qu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation d'organiser des activités dénommées Simbu. Vous savez, ici à Saint-Louis, il y a énormément de manifestations à caractère culturel. Et donc, il y a des personnes qui, dans le cadre de ces manifestations, ils introduisent des activités qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation. Et ces personnes-là devront répondre. Mais nous, en ce qui nous concerne, avec les forces de sécurité et de défense, nous allons continuer à assurer le suivi afin vraiment d'éviter que pareille situation se reproduise. Dans l'actualité également, la visite du président Bassirou Diomaye Faye en Guinée-Bissau. Le chef de l'État poursuit sa tournée ouest-africaine avec des visites diplomatiques afin de renforcer la coopération régionale. Les accords bilatéraux ont été étudiés entre le président et son homologue bissau-guinéen, Habib Faye. C'est au tour de la Guinée-Bissau de recevoir le président Diomaye Faye qui poursuit ses visites de travail et d'amitié. Ce voyage va participer au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays frontaliers, mais aussi à l'instauration de la paix en Casamance, estiment les coordonnateurs de Africa Jom Center et de Number One FM. Cette visite peut renforcer la paix en Casamance. Il nous faut d'ailleurs aujourd'hui travailler à renforcer la paix dans la sous-région, dans tout l'espace CEDEAO. Là où nous pouvons être forts en tant que pays voisins, c'est en réalité de travailler ensemble, de coordonner ensemble les systèmes
de sécurité de notre pays. La visite de Bissau permettra peut-être d'avoir toutes les informations, tous les éléments avant de se prononcer, parce que certains ont reproché au président Bassirou Diomaye Faye le mutisme autour du dossier en Casamance, mais peut-être qu'il a été très sage à ce niveau. Pour une paix définitive, les actions du président Bassirou Diomaye Faye doivent s'inscrire dans une dynamique de consolidation des acquis, d'autant que la crise casamançaise a toujours été un casse-tête pour les différents présidents sénégalais qui se sont succédés. De travailler ensemble à renforcer la paix dans les différents pays en tant que pays voisins. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et pour le cas vraiment du MFDC, je pense que la Guinée-Bissau peut jouer un rôle fondamental pour une paix définitive. Aujourd'hui, c'est, si vous voulez, le conflit de basse intensité le plus long de la sous-région. Mais ce conflit, il est fini. Personne n'en veut aujourd'hui de ce conflit. Une visite nécessaire, elle pourrait permettre de voir comment le Sénégal pourrait avoir un espace sous-régional de paix, de sécurité, de collaboration et d'amitié entre les peuples. À la présence des militaires sénégalais en Guinée-Bissau, dans le cadre du maintien de l'ordre à travers cette force spéciale, on avait parlé de retrait des troupes sénégalaises. Est-ce que la question sera donc sur la table? Donc autant de choses qui nous font dire que cette visite sera importante pour aborder tous ces sujets. La Guinée-Bissau et le Sénégal partagent une frontière commune de plus de 300 km de long où sévit une rébellion vieille de 40 ans, un vieux conflit. La question pourrait être évoquée lors de la rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Merci Habib. L'autre grand titre de cette édition, publication du rapport 2023 de l'OFNAC, 42 ordres d'ouverture d'enquête signés par le président de l'OFNAC pour le rapport d'activité, plusieurs plaintes également enregistrées. Voyons tout cela avec Mamadou Fall. Après la publication du rapport d'activité de 2022, l'OFNAC vient de rendre public celui de 2023. 53 plaintes et dénonciations sont enregistrées par le Bureau des plaintes et dénonciations BDP à travers ses différentes plateformes, 35 sous le sceau de l'anonymat. Les plaintes anonymes ont représenté 17% en 2023, soit 6 points de moins que l'année 2022. Dakar Seul a enregistré 25 plaintes suivies de Thiès qui totalisent 9. Plusieurs autres régions ont chacune 2 plaintes. Elles sont établies comme suit: abus de confiance, abus de pouvoir, corruption, concussion, conflit d'intérêts, détournement d'objectifs, escroquerie, faux et usage de faux, fraude, litige foncier, mauvaise gestion, occupation illégale de terrain, spoliation foncière et licenciement abusif. Selon l'OFNAC, nombreux sont les plaignants qui visent des faits de fraude et de mauvaise gestion, d'escroquerie et de litiges fonciers. Mais ces plaintes ont fait l'objet de classements sans suite. Dans le rapport, on note également plusieurs institutions mises en cause, des établissements publics qui sont au nombre de 6, ministère, douane et société nationale, enregistrent une seule plainte. La police également a été citée. Il faut bien souligner que 42 ordres d'ouverture d'enquête sont signés par le président et notifiés au département investigation pour exécution. Ce nombre porte le total d'ordres d'ouverture d'enquête signés depuis 2014 à 614. Au 31 décembre 2023, 40 rapports d'enquête ont été transmis à plusieurs autorités judiciaires chargées des poursuites. Toute autre chose, l'arrêt des travaux sur le littoral pourrait impacter considérablement les transactions financières, affirme le professeur agrégé des facultés de droit Abdou Wahab Ndiaye. L'auteur du livre Droit sénégalais des contrats immobiliers pense que cette décision pourrait engendrer des répercussions au niveau des institutions financières. Fatima Touré. Toutes les constructions sur le littoral sont mises aux arrêts par le président Bassirou Diomaye Faye. Deuxième décision du genre dans l'histoire du pays après celle de 1964 initiée par feu président Senghor. Une suspension des travaux sur le littoral qui ne sera pas sans conséquences sur les transactions immobilières selon le professeur Abdou Wahab Ndiaye, agrégé de droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Aujourd'hui, les transactions immobilières sont bloquées. Pourquoi? Parce que les terres qui ont été ciblées constituent l'essentiel de l'assiette des transactions immobilières au Sénégal. Et par voie de conséquence, ça bloque. Et je dirais que si c'était un marché boursier, les actions allaient chuter aujourd'hui. Maintenant, moi, ce que je pense, et c'est ma conviction, c'est que c'est une suspension pour vérification.
J'ai la conviction qu'on a suspendu juste pour vérifier l'état des titres. Pourquoi? Parce que tout simplement, si des personnes ont des titres sur ces terres, l'État devrait faire très attention dans la mesure où cela pourrait justifier des indemnisations. L'État a le plein pouvoir de prendre une telle mesure, affirme toujours l'auteur du livre Droit sénégalais des contrats immobiliers. Mais celle-ci pourrait engendrer des conséquences au niveau des institutions financières. Surtout que ces droits réels, si ces personnes-là bénéficient de droits réels, probablement elles ont eu à les apporter en garantie hypothécaire au niveau des institutions financières. Sur le marché de Dakar, nous le savons, en droit bancaire, aujourd'hui, les garanties les beaucoup plus prisées sont l'hypothèque, le cautionnement réel, le cautionnement hypothécaire. Trois sûretés qui ont pour support le foncier. Aujourd'hui, si on revient sur ces droits réels, regardez la chaîne de risques incommensurables qui s'installe et qui pourrait justifier une crise systémique. Le professeur de droit propose une large concertation avec toutes les parties concernées afin de trouver des solutions. J'invite alors à la prudence et à la réflexion pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions équilibrées qui ne mettent pas en danger nos institutions financières, qui ne mettent pas en danger le budget de l'État aussi. La suspension de toutes les constructions au niveau du littoral était une promesse du Premier ministre Ousmane Sonko. Une fois au pouvoir, en attendant de procéder aux vérifications, le régime passe à l'acte. Et intéressons-nous aux recommandations de la Commission nationale de réforme foncière, guichet unique pour l'instruction des demandes de la protection du littoral, disposition d'un code unique entre autres recommandations de la Commission nationale de réforme foncière, des recommandations issues de larges concertations avec les parties prenantes. Dissa Prera. En son temps, la Commission nationale de réforme foncière avait émis des recommandations pour une meilleure gestion des terres. Au total, il y en a eu 16. Entre autres orientations, on peut constater que la Commission avait pour but de disposer d'un code unique qui regrouperait l'ensemble des textes domaniaux et fonciers. Cela aurait permis d'avoir une meilleure visibilité sur la réglementation foncière et domaniale au Sénégal. Une autre recommandation voulait qu'on mette sur pied un guichet unique pour l'instruction des demandes d'attribution et les lotissements portant sur les terrains domaniaux en zone urbaine. Une façon de contourner les lenteurs excessives notées dans le traitement des dossiers. La troisième recommandation est relative à la protection du littoral. Interdiction de construire à 100 mètres du rivage, sauf si l'espace est déjà urbanisé ou autre. Il était aussi préconisé de respecter l'équilibre entre sa nécessaire préservation et le développement d'activités économiques liées à sa proximité avec de l'eau. Mais la Commission a aussi émis d'autres recommandations telles que le recours obligatoire à la procédure d'adjudication pour la vente de tout terrain du domaine de l'État. Merci Dissa. Avoir un taux de parité de 30% dans les instances nominatives, c'est le plaidoyer que porte le caucus des femmes leaders en collaboration avec le laboratoire genre de l'IFAN. Aujourd'hui, avec l'appel du régime pour un changement systémique, le caucus propose l'instauration d'un ticket présidentiel. Ibrahima Khan. Œuvrer pour une meilleure participation des femmes dans la vie politique au Sénégal, c'est le combat que mène le caucus des femmes leaders en collaboration avec le laboratoire genre de l'IFAN. C'est dans ce sens que s'inscrit cet atelier avec les parlementaires en présence du ministre de la Femme. Nous sommes réunis ce matin pour discuter, échanger sur la représentation de la participation politique des femmes au Sénégal et en Afrique. Si nous avons 47% de conseillers municipaux, eh bien chez les maires, nous n'avons que 14 maires sur 577. Ça veut dire que le combat est encore là et nous comptons sur la génération montante quand même pour relever ces défis. Pour la coordonnatrice du caucus des femmes leaders, la junte féminine ne doit pas être en reste par rapport aux changements systémiques prônés par le nouveau régime. Nous pensons qu'il faut qu'on renforce la présence des femmes au niveau le plus élevé de la gouvernance dans nos pays. Et avec le caucus, dans le cadre de ce programme, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que nous puissions avoir au sommet de l'État, pourquoi pas, un ticket paritaire, un ticket présidentiel paritaire, qu'on ait pourquoi pas un président et une vice-présidente, parce que cela ne fera que
renforcer, en tout cas, nous faire avancer rapidement pour ces changements systémiques que le nouveau pouvoir appelle de tous ses voeux, parce que nous ne pouvons pas faire de changements systémiques sans les femmes. Le caucus des femmes leaders, en collaboration avec le laboratoire genre de l'IFAN, compte mener le combat pour que la parité atteigne 30% au niveau des instances de décision au Sénégal. La structure souhaite également l'instauration d'un ticket présidentiel, président et vice-présidente, dans l'espace CEDEAO. Alors maintenant, dans le Nord, à Matam, lutte contre les accidents de la circulation, la gendarmerie renforce son dispositif dans la région du matériel de sécurité et de contrôle. Les hommes en bleu veillent 24 heures sur 24, une mobilisation des forces de défense et de sécurité malgré la baisse considérable des accidents dans cette zone. Ali Bandeliang. Ces nouveaux équipements de la gendarmerie nationale sont bien visibles sur tous les axes routiers de la région de Matam. De la RN2 à la RN3, les hommes en bleu renforcent leur présence. Des checkpoints, tout pour le contrôle effectif du trafic routier. Un déploiement dans un contexte marqué par une baisse drastique du nombre d'accidents de circulation. C'est une très belle initiative de la gendarmerie nationale qui fait la fierté de tout le peuple sénégalais. Comme vous le constatez déjà, la région de Matam, depuis le début de cette année, il y a une chute drastique du nombre d'accidents. Mais cela est la résultante des différentes campagnes de sensibilisation que nous menons dans nos différentes gares routières. Ce que nous voyons la gendarmerie se déployer sur le terrain, et aujourd'hui tous les conducteurs savent qu'à n'importe quelle heure, les gendarmes sont sur la route. Prise de conscience des conducteurs et le renforcement du dispositif de contrôle et de sécurité, les transporteurs de la région de Matam ne comprennent toujours pas leur mise en l'écart dans le cadre du projet du renouvellement du parc automobile. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que Matam est une région entière qui fait partie du Sénégal. À chaque fois qu'il y a un projet de renouvellement du parc automobile, on nous reste en rade. Ce n'est pas normal. Les régions de l'intérieur font partie du pays. C'est pourquoi nous interpellons tous ceux qui s'occupent de cette question. Malheureusement, en tout cas, sur les routes aujourd'hui, on constate une grande sérénité de la discipline des conducteurs dans la région de Matam où les forces de défense et de sécurité veillent 24 heures sur 24. À la veille de la fête du travail, la cherté de la vie inquiète la coalition des centrales syndicales du Sénégal. Après plusieurs réflexions, ses membres recommandent à l'État de renforcer les services de commerce et de repenser également la question de la fiscalité. Ibrahim Mawan est le coordinateur du comité d'analyse et de recherche syndicale avec Maimouna Ndjari. Il faut que l'État également repense la question de la fiscalité sur les produits importés. Mais la grande solution pour le pays, c'est vraiment de produire ce que nous consommons. Produire ce que nous consommons. Parce que tant que nous importons, nous dépendons des autres. Dépendre des autres, ça veut dire qu'ils vont appliquer leurs contraintes. Lorsque ces autres auront des difficultés à leur niveau, ils peuvent bloquer ces produits et nous serons sevrés. Et donc, puisque les produits viennent de l'extérieur, ça traverse, disons, nos ports, nos aéroports, c'est des taxes et c'est des surcoûts tout le long de la chaîne jusqu'au consommateur. Il faut réduire ça. Réduire ça, c'est produire localement et consommer localement. Je pense que ça, c'est la grande solution que nous devons envisager. Ensuite, il faut renforcer le service de commerce. Il faut que l'État joue son rôle de régulateur du marché. On ne peut pas laisser le marché libre. On ne peut pas, ce n'est pas possible. La question également de nos relations avec les voisins, les territoires qui sont à côté de nous, les autres pays, ça aussi, il faut gérer. Religion à Bambilor, la communauté catholique a fêté son saint patron ce dimanche. Bienheureux Daniel Brochet, il s'agit de la toute première édition présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar. Le temps fort de cette célébration, la pose de la première pierre de la future église de cette communauté en fondation. C'était en présence des autorités coutumières, religieuses, civiles et militaires de la localité. Une première édition parrainée par la communauté Mancagne. Voyons tout cela avec Daniel Diouf et Tierno Laurent Mendy. Le processus d'édification de la prochaine église bienheureux Daniel Brochet de Bambilor commence ici, avec la pose de la première pierre présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar qui donne sur ces images
la bénédiction dédiée à la circonstance. La bâtisse sera érigée sur ce site de 1600 mètres carrés, futur lieu de célébration des offices religieux de la communauté catholique de Bambilor qui ne cesse de croître. Mais au-delà de cette dimension, ce projet revêt une symbolique, celle d'un brassage, d'une unification confessionnelle entre chrétiens et musulmans de la localité de Bambilor. Cette église ne sera pas seulement un symbole de notre foi, mais aussi un symbole d'unité et de solidarité. Peu importe nos croyances individuelles, nous sommes tous liés par notre humanité commune et notre désir de vivre ensemble dans l'harmonie et le respect. Alors que nous posons cette première pierre, rappelons-nous que l'importance de l'unité et de la tolérance, comme le dit dans l'islam, il y a ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun wala ana a'budu wala antum a'budun lakum dinukum waliya din. Le respect commun, le respect de l'autre avec sa religion. La communauté catholique de Bambilor connaît un accroissement fulgurant. L'autorité ecclésiastique souhaiterait voir la taille géographique réservée au culte augmenter également. La demande a été faite, séance tenante à la communauté Lébou, propriétaire des terres représentées ici par le Diaraf de Bambilor et le Nderdireo. En son temps, avec une délégation, on était allé voir le dignitaire Lébou, Abdoulaye Silla, voilà, pour faire cette demande. Parce qu'ici, nous avons juste 1800 mètres carrés. Et si nous avons un peu de la baie, il faut tout. Voilà. Cette première édition de la fête patronale à la Fondation Bienheureux Daniel Protier de Bambilor a été parrainée par la communauté Mancagne. L'édition 2025 portera la co-signature des Portugais, Béninois et Gabonais, un défi à relever au vu de la performance des Mancagnes. Magnifique Daniel, l'intégralité de cette très belle cérémonie à suivre très prochainement dans votre émission Chemin de la foi avec Daniel Diouf sur TFM. Un mot de sport. Après une semaine de préparation en camp fermé à Saly, l'AS Douanes a dévoilé sa liste de 13 joueurs pour la 4e édition de la Basket Africa League. Et à 4 jours de la conférence Sahara du 4 au 12 mai prochain à Dakar Arena, le représentant du Sénégal se dit fin prêt. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. À l'assaut de la Basketball Africa League, pour la 3e fois, l'AS Douanes mise cette fois uniquement sur des talents africains. Outre les Sénégalais, Nigériens, Soudanais, Ivoiriens, Nigériens composent l'effectif du vice-champion à titre de la compétition. On ne sait pas ce qui se passera demain ou après-demain, mais ce qui dépendra de nous, c'est faire de très bons recrues, bien s'entraîner, donner le maximum de nous-mêmes pour espérer se qualifier d'abord dans un premier temps au Final Eight. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas se concentrer sur vos fils africains, sur vos fils sénégalais, sachant que cette ligue, c'est une ligue africaine, et montrer à tout un chacun que nous les Africains aussi, on est capable de gérer notre propre ligue sans aucune discrimination. Il y a tous les jours et on est en regroupement interne depuis presque une semaine et on s'entraîne à fond, on fait des séances de 2 séances de 3 à 2 heures de temps par jour. Donc on est prêt de jouer avec que des Africains. Donc c'est plus facile de s'intégrer parce que c'est presque la même culture. À la conférence Sahara à Dakar, pour débuter son parcours, l'AS Douanes ne part pas dans l'inconnu. Monastir, nous les connaissons très bien après l'avoir joué l'année dernière et l'année d'avant. APR, on les a jamais joués, mais c'est la même philosophie avec les règles de Rwanda et les Patriotes. C'est maintenant de la concentration, de la constance surtout, beaucoup de sérénité, sachant que jouer à Dakar, ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. C'est plus une découverte. Les joueurs savent ce qui les attend. Maintenant, il va être très prudent pour éviter de rentrer encore mal dans le match, dans les matchs. Très attendu cette saison à la balle,
le représentant du Sénégal ne compte pas brûler les étapes. Le niveau devient de plus en plus élevé à tous les niveaux du jeu, donc c'est à nous aussi d'être prêts dans tous les comportements du jeu. On va essayer de prendre match après match parce que les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Oui, on essaiera de faire carton plein, sortir premier pour pouvoir se concentrer le plus tôt possible sur notre adversaire en quart de finale. Pour gagner sa place dans la liste des 8 équipes qualifiées à la phase finale, prévue en juin, au Rwanda, l'AS Douanes doit briller à la conférence Sahara du 4 au 12 mai à Dakar Arena. À domicile, c'est tout sauf impossible. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Dans un tout petit instant, Papa Abdoulaye vous reçoit d'infos la suite avec son invité ce soir. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.